J'avais jamais fait de spectacle et là, c'est vraiment l'aventure totale. Il n'y a pas une chose qui soit pas nouvelle dans cette histoire. La seule chose que je savais faire un peu, c'était d'écrire des livres. Donc le point de départ, c'est ça. Et puis après, en fait, j'ai suivi La folie de Stéphane Fuenquinos, dont je tiens à dire le nom et que je tiens à dénoncer officiellement parce que tout est de sa faute. Donc le spectacle, en fait, il part d'une jeune fille qui s'appelle Claudette Colvin, qui a 15 ans, qui est noire, qui vit dans l'Alabama des années 50, donc l'Alabama, le sud des États-Unis. Et dans ce sud des États-Unis, il y a un principe de ségrégation qui porte un nom, qui s'appelle les lois Jim Crow. Et ces lois, elles ont une perversion, elles sont particulières, puisque l'idée, c'est que en fait, on respecte l'égalité des citoyens, c'est juste qu'en fait, on les sépare. Et donc, il y aurait l'illusion qu'on peut être séparés mais égaux. Et en fait, notamment quand on prend le bus à Montgomery, il y a un principe, c'est que les 10 premiers rangs sont réservés aux blancs et que les suivants sont pour les noirs. Donc, on a l'illusion que c'est égal. Sauf que, évidemment, il y a des petites subtilités puisque un blanc ne peut pas rester debout. Donc, si un blanc est debout, eh bien, le noir du rang qui suit doit lui céder sa place. Et comme un blanc ne peut pas être assis à côté de noir, tous les noirs qui sont sur le même rang doivent se lever. Et en fait, le 2 mars 1955, Claudette Colvin décide de ne pas se lever. Et elle va faire quelque chose que personne n'a jamais fait avant elle, parce que ça, d'autres l'ont déjà fait. Mais elle va maintenir sa position, elle va plaider non coupable. C'est la première fois que ça arrive. Et elle va attaquer la ville de Montgomery. Ça aussi, c'est la première fois. Et elle fait tout ça 9 mois avant Rosa Parks. Et c'est grâce à elle, en fait, du point de vue légal, qu'il n'y a plus de ségrégation dans les transports, dans les États de la Cotton Belt, mais personne ne la connaît, en fait. C'est pour ça que je voulais raconter son histoire, parce que, à 2 titres, je voulais la raconter parce que déjà, on la connaît pas et que quand même, elle est fondamentale, alors que tout le monde sait dire qui est Rosa Parks à peu près. Et puis aussi parce que je trouvais ça intéressant de montrer que, en fait, l'héroïsme, parce que Claudette Colvin, elle n'est pas spectaculaire. C'est une bonne élève, elle va à l'église, elle a une petite voix très discrète, ça n'est pas une grosse punk déchaînée, non. Et donc faire ce geste qui lui ressemble beaucoup, parce que c'est un geste du retrait, c'est juste qu'elle ne se lève pas, et ben c'est héroïque. Et comme on est dans des temps, et puis même en règle générale, on a l'idée que pour être héroïque, il faut qu'on fasse des trucs fous, insensés. Elle fait un truc insensé, mais avec aucune folie autour, hein. C'est juste, elle va rester assise. Et donc, je trouvais ça intéressant de montrer que elle reste assise, elle va maintenir son geste malgré tout ce qui va lui arriver. Donc, elle a une conviction très puissante. Et c'est ça qui la guide. Et je me dis que c'est pas mal de montrer que l'héroïsme, ça peut être d'avoir une conviction très puissante et de la maintenir, c'est plutôt bien. La ville de Montgomery, elle est intéressante. C'est-à-dire cette ville d'où va partir le boycott. C'est une ville qui est centrale, en fait, parce qu'il y a plein de gens, évidemment, qui s'y croisent. Il se trouve que Claudette Colvin aussi, elle est intéressante parce que le moment où elle va faire son geste, c'est le moment où tous les acteurs sont présents. Rosa Parks, c'est elle qui va collecter l'argent pour payer l'avocat de Claudette Colvin. L'avocat de Claudette Colvin, qui s'appelle Fred Gray, c'est celui qui va devenir celui de Rosa Parks, celui de Martin Luther King et celui du mouvement des droits civiques. Et puis, il y a un jeune gars donc, qui est arrivé dans la ville il y a 6 mois, qui s'appelle Martin Luther King, qui n'est pas du tout de la région, et qui a pas spécialement de pouvoir parce qu'il est très jeune, il n'est pas d'ici et tout. Et donc lui aussi, il est là et il intervient pas trop sur l'histoire de Claudette Colvin, mais il est en train d'élaborer ce qui va devenir la légende Martin Luther King. Donc en l'occurrence, c'est intéressant aussi de voir ce jeune homme parce qu'effectivement, il y a un choix à faire. Sur Claudette Colvin, il le fera pas, mais quand arrive le cas de Rosa Parks, la question se pose puisque c'est un jeune homme, il vient d'avoir un bébé. On lui parle de Rosa Parks, bon bah c'est une couturière, lui c'est un bourgeois, hein, donc c'est important aussi de voir, c'est ça que je voulais montrer aussi, c'est que tout le monde a l'impression, le racisme nous donne l'illusion que y a des noirs qui font des trucs, mais en fait il n'y a pas des noirs qui font des trucs, il y a un mouvement qui s'élabore, et dans ce mouvement il y a plein de gens très différents, avec des contingences différentes, et il y a des gens qui ont de l'argent, d'autres qui n'en ont pas, il y a des gens qui savent lire, d'autres qui savent pas, et donc c'est aussi ça, c'est que de montrer que pour faire un héros ou une héroïne, il faut une réflexion et qu'une lutte politique,
ça s'organise. On est dans les années 50, donc ça s'organise aussi avec l'image. Et si Martin Luther King émerge et si Rosa Parks émerge, c'est aussi parce qu'on fabrique des images. Et en l'occurrence, Martin Luther King, c'est un bourge, il a une fière allure, il y a sa petite femme trop mignonne, tout ça. Donc il y a toute une élaboration. Et d'ailleurs, le mouvement va prendre en compte ça. C'est-à-dire que tout de suite, on va faire une cagnotte. Et cette cagnotte, elle vise à ce qu'on ait toujours de l'argent pour payer une femme de ménage, pour que quand on va faire des images chez les Kings, ça soit toujours nickel. Parce que l'idée, c'est de répondre au racisme en face, et dans l'imaginaire raciste des ségrégationnistes, il y a l'idée qu'un noir, c'est forcément une personne sale, sauvage, un peu à moitié qui vit dans les arbres, enfin en tout cas qui est vraiment au tout premier temps de la civilisation. Donc en fait, pour répondre à ça, il faut que tout le monde soit impeccable. Et c'est pour ça aussi que Rosa Parks va être choisie, parce que en l'occurrence, elle est pauvre, mais elle est couturière. Donc elle est toujours impeccable et donc elle donne l'illusion qu'elle appartient à la classe moyenne. Et dans ces années 50, c'est ça la question aussi, c'est que il y a on commence à avoir de l'argent, voilà. Donc il y a cette image aussi de cette classe moyenne américaine, voilà. Et donc il faut que ces deux personnes-là, indépendamment de leur couleur, racontent à tous les États-Unis, voilà, des gens bien, à qui on fait qu'on arrête alors qu'ils viennent de prendre un bus, et c'est ça la problématique. Donc en l'occurrence, c'est une question d'image, voilà. Et il se trouve que Claudette Colvin, elle correspond pas à l'image, malgré le fait que c'est elle, la jeune, hein, elle a 15 ans, mais en fait elle est en retard sur ce qui est en train de se produire dans l'histoire. L'histoire là veut qu'on génère des personnes respectables, voilà, qui fassent pas trop penser aux blancs que c'est des noirs. Il faut qu'on trouve un biais. Quand on lit l'histoire de Rosa Parks, on ne nous dit pas que c'est une militante, alors que c'en est une. On nous dit que c'est une couturière. Et que si elle n'a pas laissé sa place dans le bus, c'est parce qu'elle avait mal aux pieds. Et dans son autobiographie, parce qu'elle est très drôle, Rosa Parks, elle dit, alors je ne sais pas du tout comment mes pieds sont arrivés dans l'histoire, parce que moi j'en ai parlé à personne de mes pieds, voilà, mais ses pieds sont arrivés dans l'histoire parce que c'est une femme, et que quand on réfléchit au moment de ce mouvement qui se met en place, et je pense que ça rappellera 2-3 petites choses enfin il y a un lien avec aujourd'hui, hein, parce que ça n'a pas bougé. Si une femme doit être une héroïne, il faut qu'elle soit une victime. Donc, c'est pas parce que Rosa Parks jugeait avec sa tête que c'était pas possible cette ségrégation, qu'elle s'est pas levée. Non, c'est parce qu'elle avait mal aux pieds. Et en l'occurrence, pour Claudette Colvin aussi, on va raconter que si elle n'a pas été choisie, déjà c'est de sa faute, et en fait c'est de la faute de son corps. Donc il y a aussi quelque chose, elles sont vraiment en miroir les deux, c'est pour ça que ça m'intéressait de les raconter en parallèle et de montrer comment, eh bien, on fabrique, c'est un mouvement religieux aussi, hein, donc comment on va fabriquer une sainte et comment on va fabriquer toujours la personne perdue, quoi, la femme de mauvaise vie, quoi. Martin Luther King, donc premier jour du boycott, il va faire un discours en fait pour donner la ligne en fait du mouvement. Il doit présenter Rosa Parks. En fait, il a deux choix. Il peut dire, voilà, il y a une de nos sœurs qui a été arrêtée, c'est trop moche, voilà, bon. Il choisit pas cette option. Et le mouvement ne choisit pas cette option. Parce que le mouvement, il est composé de plein de gens de toutes les couleurs. En fait, la ligne, c'est de dire, une citoyenne américaine a été arrêtée dans un bus alors qu'elle avait payé son trajet. Est-ce que vous trouvez ça normal ou pas? Et en fait, en posant cette question comme ça, c'est très simple. Si vous êtes un citoyen américain, quelle que soit votre couleur, soit vous répondez oui, et donc vous acceptez que vous-même, vous pourrez être arrêté dans un bus alors que vous avez payé votre trajet, ou soit vous êtes obligé de répondre non. Donc la question se pose au niveau de la citoyenneté. Vous êtes questionné sur l'humanité de la personne. Vous êtes obligé de faire abstraction de la couleur. Et c'est pour ça qu'en fait, faire ce geste-là, pour moi, c'est extrêmement puissant. Que Claudette Colvin, qui est la première à se lancer là-dedans, fasse ça, c'est dire profondément, vous avez voulu que je sois une couleur, mais moi je vous dis que je suis une citoyenne, je suis une américaine. Et la question c'est, est-ce que les États-Unis, c'est ça? Et donc mettre les gens face à cette question, c'est ce qu'il y a de plus puissant. Et à chaque fois qu'en fait on s'éloigne de ça, quels que soient les combats, dès qu'on veut dire oui, mais c'est pas gentil de faire ça aux femmes ou de faire ça aux homosexuels ou aux transgenres, dès qu'on dit ça, on offre une échappée, on nous offre une échappée. Parce qu'on peut toujours se dire, soit on veut être la personne trop sympa et on dit ah oui c'est pas gentil de parler comme ça aux homosexuels ou aux transgenres ou aux noirs ou aux verts ou aux jaunes. Soit on dit ça, ou alors
on vient nous chercher dans une question profonde. Et la question profonde, c'est est-ce que sur le sens de ce qui a lieu, ça vous paraît cohérent ou pas? Voilà. Et c'est pour ça que quand je vois des gens qui se prétendent antiracistes, mais qui ne veulent parler qu'en fonction de la couleur qui leur parle, soit parce que c'est la leur, soit parce qu'ils ont décidé qu'ils aimaient trop ce groupe-là, ils trouvent ça super, eh bien pour moi, la question est déplacée. On est sorti d'une proposition sur la question de l'humanité. On est parti ailleurs. Et donc, on se dit, bah oui, alors moi, bah, si quelqu'un se prend une claque dans la tête pour ce qu'il est, je vais attendre de savoir si c'est dans mon groupe, puis après, je me prononcerai. Bon, mais moi, je pense que le problème, c'est la claque, en fait. C'est pas à qui on le fait. Moi, je m'en fous, en fait. Voilà. Est-ce que c'est normal de frapper quelqu'un pour ce qu'il est? Si je réponds oui à cette question, alors il faudra que je sois cohérente jusqu'au bout, et donc on pourra me frapper moi, et je trouverai ça normal. Ou alors, je serai obligée de dire, ah non, je crois qu'il y a un... Non, en fait, je crois que ça va pas. Mais ça va pas dans son ensemble. C'est pas un bout, c'est tout. Il y avait dans cette lutte-là aussi quelque chose à raconter sur les fondamentaux. Qu'est-ce que c'est faire société? Qu'est-ce que c'est être au monde? Qu'est-ce que c'est être avec des gens? Bah voilà, c'est ça. Peut-être que si à chaque fois qu'on ne sait pas trop quoi penser d'un sujet, on se dit, mais attends, déplaçons le sujet. Admettons que ce soit moi. Est-ce que ça me paraît cohérent ou pas? Est-ce que j'ai à me prononcer là-dessus ou pas? C'est plus facile de faire comme ça. Et donc moi, à chaque fois que je suis tentée de me dire, je me dis, bon, attends, fondamentalement, qu'est-ce que ça vient questionner? Ah d'accord, ah oui d'accord, bah oui alors moi ça me pose problème ou pas, ou voilà, mais j'aime bien quand les gens, pour moi c'est ça qui est héroïque en fait, c'est héroïque ce que fait Claudette Colvin parce qu'elle force les gens à traverser sa couleur, et à chaque fois que quelqu'un me force à traverser ce que je crois être la personne, le handicap par exemple, moi j'ai 2 jambes, donc voilà, ça me pose pas de problème des trottoirs, mais quand quelqu'un a la gentillesse de me dire, tu vois, là il y a 3 cm de plus, moi je peux pas rouler avec mon fauteuil, bah alors moi je trouve ça sympa en fait, parce que justement c'est une question de société qu'on me pose. C'est pas une question de ah bah ouais que je sois sympa avec les handicapés ou pas, non. C'est juste, est-ce que tu crois que moi aussi j'ai droit d'être dans l'espace public? Alors si la réponse est oui, il faut être cohérent.